Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble une affaire terrible. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mon anglais approximatif. Je ne suis pas natif, mais je fais de mon mieux pour vous. Merci de votre compréhension. Sherry Miller, qui a utilisé le sexe, le mensonge et les discussions en ligne pour organiser un crime horrible, a été arrêtée en février 2000. Ce crime est souvent considéré comme le premier meurtre lié à Internet aux États-Unis. Le 22 décembre 2000, Sherry Miller, une mère américaine typique de 3 enfants, a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré et de complot en vue de commettre un meurtre prémédité au 1er degré. Elle a nié sa culpabilité pendant près de 17 ans avant de plaider coupable en 2016. J'ai détruit de nombreuses vies. Il est temps d'en finir avec les mensonges et de dire la vérité, a déclaré Sherry Miller avant sa confession. Bruce et Sherry sont nés et ont vécu à Flint, dans le Michigan, une ville pauvre qui fut autrefois un maillon important de l'industrie automobile du Midwest. Sherry Pett Kifley Miller est née le 13 octobre 1971. Selon elle, elle a eu une enfance très difficile. Elle a grandi sans père, sa mère menait une vie instable, buvait beaucoup et changeait souvent d'homme. Sherry a passé son enfance dans une caravane, à côté des compagnons de sa mère, qui la maltraitait régulièrement. Je m'appelle Elias Monclair, vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. D'après ses dires, elle a subi des abus dès l'âge de 3 ou 4 ans. À 16 ans, elle s'est retrouvée seule. À 17 ans, elle s'est mariée, est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant. Ce mariage a rapidement pris fin. Plus tard, Sherry s'est remariée puis a divorcé à nouveau. Son second mari, Triby, a été reconnu coupable d'abus au 2e degré sur un enfant, après avoir causé plusieurs fractures au crâne de son propre enfant. Sherry avait clairement choisi de mauvais compagnons. Triby a également été jugé pour avoir maltraité sa belle-fille de 6 ans, mais il a été acquitté faute de preuves. Sherry passait d'un homme à l'autre, cherchant quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle. À 26 ans, elle se retrouvait mère célibataire de 3 enfants, issue de différents hommes, travaillant dans une maison de retraite et vendant des cosmétiques pour joindre les deux bouts. Elle n'était pas une beauté au physique de mannequin, mais elle était assurément attirante et charismatique. En 1997, la jeune femme de 26 ans accepte un poste de comptable chez B & Auto Salvage, l'entreprise de Bruce Miller. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que cet homme de 47 ans, propriétaire d'une entreprise prospère, est celui qui peut lui offrir stabilité et confort. Bruce Leroy Miller est né le 26 juillet 1951. Jeune homme, il a travaillé plusieurs années chez General Motors, comme beaucoup d'habitants de Flint. Après avoir quitté GM, Bruce a continué dans le secteur du recyclage automobile, possédant et exploitant une casse automobile où il récupérait de vieilles voitures, dont les pièces étaient ensuite revendues. Bruce a été marié 3 fois. Il aimait la course automobile, la convivialité et faisait preuve de générosité et d'ouverture. Au début, il ne s'intéressait pas à Sherry Kifley, sa nouvelle employée. Il aidait simplement une mère célibataire en difficulté. Mais Sherry a réussi à séduire Bruce. Une romance au bureau a commencé malgré la différence d'âge de 20 ans. Leur relation s'est rapidement développée. Bruce était flatté par l'attention d'une jeune femme et ils sont vite passés de la fréquentation à la vie commune. 4 mois plus tard, le 23 avril 1999, ils se sont mariés dans une chapelle de Las Vegas. Sherry et ses enfants ont emménagé chez Bruce, trouvant la stabilité qu'elle avait longtemps cherchée. Le frère de Bruce, Chuck Miller, racontera plus tard à une émission télévisée que Sherry disait toujours que Bruce était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle avait enfin une vie normale et un homme capable de la rendre heureuse. L'épouse de Chuck, Judy, expliquait que Bruce était sous le charme de la jolie blonde qu'il considérait comme l'épouse idéale. Seuls les amis exprimaient des doutes, notamment sur le besoin compulsif de Sherry de dépenser au-delà de ses moyens. Elle épuisait rapidement ses cartes de crédit et dépensait tout l'argent qu'elle trouvait. « J'essayais de combler un vide constant », dira plus tard Sherry. Malgré les inquiétudes de ses amis, son mari travailleur ne s'en souciait pas et fermait les yeux sur les habitudes de dépenses de sa femme. De toute façon, Sherry travaillait aussi. Elle était vendeuse de cosmétiques Mary Kay, ce qui lui permettait de vendre des produits à domicile ou lors de ses déplacements à travers le pays. Pour mieux gérer ses comptes,
son mari lui acheta même un ordinateur. C'est cet achat qui marqua un tournant. Sherry Miller découvrit par hasard des salons de discussion pour adultes sur Internet, alors qu'elle choisissait une destination de vacances sur son ordinateur. En 1999, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, et les textos n'étaient pas courants. Les gens communiquaient dans des salons de discussion en ligne. Certains étaient destinés aux adultes, où l'on pouvait flirter anonymement, partager ses fantasmes et vivre des romances virtuelles. Selon ses amis, Bruce était au courant des échanges en ligne de sa femme, mais considérait ce comportement comme inoffensif. Il aimait sa femme, était heureux en ménage, envisageait d'adopter ses enfants et préférait faire confiance plutôt que de laisser les soupçons assombrir sa vie familiale. Sherry s'est rapidement habituée à ce monde virtuel et se connectait souvent pour partager ses fantasmes les plus intimes avec des inconnus, sous différents pseudonymes prometteurs. Le détective Kevin Shanlian, chargé de l'enquête sur le meurtre, expliquera au tribunal que Sherry avait au moins 25 alias différents. Ce n'est qu'en 2016 que Sherry reconnaîtra. Je ne me levais pas de devant cet ordinateur. Bruce travaillait au magasin et avait sa propre entreprise. Il était souvent absent. Je passais des heures à flirter en ligne. Je voulais tout contrôler, de manière obsessionnelle, contrôler des personnes qui me faisaient confiance. C'était comme un jeu vidéo. Chaque homme, chaque relation était un nouveau niveau, et chaque niveau était plus difficile. Parmi les hommes que Sherry Miller rencontra en ligne, il y avait Jerry Cassidy, connu sous le pseudonyme Rina Dudes. Jerry est né le 6 octobre 1960 à Kansas City, dans le Missouri. Il était marié, avait un fils, aimait la chasse aux cerfs avec ses frères et rêvait de devenir agent du FBI. En tant que détective chargé des homicides, Jerry dénonça une corruption impliquant des falsifications de dossiers auprès d'un collègue. En représailles, il fut rétrogradé, puis contraint de démissionner après 9 ans de service. Bien qu'il ait agi correctement, cette décision mit fin à sa carrière. Jerry sombra dans la dépression, commença à consommer de l'alcool et d'autres substances. Son mariage se désintégra. Après un certain temps, il se ressaisit, déménagea à Reno, dans le Nevada, et devint agent de sécurité au casino Harrah's. Pendant son temps libre, il fréquentait des salons de discussion en ligne, où il rencontra Sherry Miller. Leur correspondance devint rapidement passionnée. En juillet 1999, ils se rencontrèrent en personne à Reno, où Sherry était venue prétendument pour une convention de la société Mary Kay, accompagnée d'une amie. Cette romance virtuelle devint une liaison physique, et Jerry Cassidy crut que sa vie allait enfin changer en mieux. Sherry prétendait être une femme d'affaires aisée vivant avec un mari handicapé et cherchait donc une relation extra-conjugale. Jerry y crut. Son amie et collègue Carol Slaughter racontera plus tard. Sherry est entrée dans la vie de Jerry alors qu'il était au plus bas. Son mariage était terminé. Il venait d'emménager dans un nouveau quartier où il n'avait pas d'amis. Jerry est tombé éperdument amoureux de Sherry, lui racontant qu'elle faisait tout ce qu'il voulait dans l'intimité. Durant l'été et l'automne, Sherry utilisa son activité de vendeuse de cosmétiques comme prétexte pour ses déplacements à Reno. Quand ils n'étaient pas ensemble, Sherry et Jerry échangeaient des messages instantanés et des courriels à caractère intime, y compris des vidéos. Bientôt, ils renommèrent même leur compte, Sherry se désignant comme la compagne de Jerry. Jerry se faisait appeler le fou de Sherry, tandis que Sherry se désignait comme la folle de Jerry. On pourrait penser que l'ancien policier aurait dû se douter de quelque chose, mais les courriels remplis de déclarations d'amour l'aveuglaient complètement. Que Jerry soit simplement crédule, vulnérable ou brisé, il était une proie facile pour Sherry Miller. Elle tissa rapidement une toile de mensonges et parvint à le convaincre qu'il devait tuer son mari. L'effet sur Jerry était évident pour ceux qui le connaissaient. Ses proches racontaient qu'après l'arrivée de cette femme, leur ami semblait souffrir d'un trouble bipolaire. Il était excessivement excité et actif avant de la voir, puis profondément déprimé après son départ. Dès septembre, Sherry annonça qu'elle était enceinte de l'enfant de Cassidy. Elle lui envoya des photos d'un test de grossesse positif, ainsi que de son ventre arrondi. Peu de temps après, elle révéla que son mari, Bruce Miller, avait découvert la grossesse et l'avait frappée, ce qui l'avait fait perdre le bébé. En réalité, en 1995, Sherry avait subi une ligature des trompes et ne pouvait plus avoir d'enfant. Jerry l'ignorait complètement et croyait aux mensonges de sa compagne. Peu après la fausse perte de grossesse, Sherry annonça qu'elle était à nouveau enceinte, cette fois de jumeaux. Jerry supplia sa bien-aimée de quitter Bruce, de prendre les enfants et de venir vivre avec lui. Mais Sherry expliqua qu'elle ne pouvait pas,
car Bruce avait des liens avec la mafia et ne les laisserait pas partir sans raison. Elle disait craindre pour leur vie à tous les deux. La jeune femme continuait à se rendre à Reno. À un moment, Jerry fut arrêté pour conduite en état d'ivresse et trouble à l'ordre public dans un casino. Pendant cette arrestation, leur correspondance en ligne cessa temporairement. À sa sortie, Jerry décida de ne plus mettre Sherry en danger face à son mari Bruce et retourna dans le Missouri pour tenter de renouer avec sa famille. Le couple poursuivit sa relation par Internet. Sherry envoyait des photos d'échographie et de son ventre qui grossissait. Jerry voulait tellement y croire qu'il était convaincu de la grossesse, même si elle n'existait pas. Il dira plus tard qu'il n'avait aucun doute là-dessus. Le 5 novembre 1999, Jerry reçut un courriel, supposément de Bruce Miller, dans lequel il lui écrivait qu'il savait tout et qu'il ne laisserait pas ses enfants naître. Inquiet, Jerry tenta de joindre Sherry. Quelques heures plus tard, c'est elle qui lui envoya un message, expliquant qu'elle devait partir quelques jours et qu'elle le recontacterait plus tard. Le lendemain, Jerry reçut un message de Bruce, lui apprenant qu'il avait forcé sa femme à subir un avortement. Des photos de Sherry meurtrie accompagnaient ce courrier. Plus tard, Sherry racontera « Je me souviens être restée devant le miroir à essayer de dessiner des bleus sur mon ventre. Jerry atteignit un point de rupture. Ses enfants, non pas un, mais 2 jumeaux, avaient été tués par Bruce Miller. Il était anéanti et rempli de colère. Il en voulait à Bruce pour la mort de ses 3 enfants et pour les violences subies par la femme qu'il aimait. Le lendemain, le 8 novembre, après avoir repris contact avec Sherry, Jerry déclara qu'il ne pouvait plus continuer ainsi et qu'il tuerait son mari. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour le faire. Ils choisirent l'itinéraire, les places de parking, ainsi que le meilleur endroit et le moment idéal pour l'attaque. Jerry fit alors le long trajet depuis son domicile jusqu'au Michigan. Ce même soir, alors que Bruce s'apprêtait à quitter le travail, il reçut un appel de Sherry qui, suivant le plan, lui demanda s'il pouvait passer chercher une pizza en rentrant. Distrait par la conversation, Bruce ne remarqua pas un homme qui s'approchait derrière lui, pointant un fusil de calibre 20 sur lui avant de tirer. Après avoir commis ce crime, Jerry rentra chez lui, et Sherry entama la seconde phase du plan. Elle appela Chuck, le frère de Bruce, lui disant qu'elle était très inquiète de la longue absence de son mari et lui demanda d'aller voir au chantier de récupération si tout allait bien. Lorsque Chuck arriva, il trouva son frère mort, étendu dans une mare de sang, touché en pleine poitrine par un coup de fusil à bout portant. Selon des témoins, dès qu'elle apprit la mort de Bruce, Sherry se mit à crier et à pleurer. La scène de crime fut rapidement découverte, mais aucun indice ou trace du suspect ne fut retrouvé. Les enquêteurs apprirent que Bruce transportait une grosse somme d'argent liquide. Ils envisagèrent d'abord un vol qui aurait mal tourné, car le portefeuille de la victime avait disparu. Un ami et employé de Bruce, John Hutchinson, qui lui avait récemment emprunté 2000 $, fut suspecté. La police l'interrogea, fouilla son domicile et confisqua des armes. John nia fermement toute implication. La perquisition ne donna rien de concluant, et malgré un échec au test polygraphique, il fut finalement relâché. Les enquêteurs envisagèrent aussi une hypothèse d'assassinat liée à une falsification de numéros d'identification de véhicules, mais aucune piste ne donna de résultat. L'affaire fut bientôt classée. Pendant ce temps, selon Judy Miller, la sœur de Bruce, le comportement de Sherry ne correspondait pas à celui d'une épouse en deuil. 2 jours après la mort de son mari supposé bien-aimé, elle dansait déjà dans un bar à Otisville, dans le Michigan, et semblait heureuse. 2 semaines plus tard, elle avait un nouveau petit ami, un livreur local nommé Jeff Foster, et ce n'était pas Jerry Cassidy. Le but était atteint. On aurait dit que Sherry avait passé un niveau dans un jeu vidéo et que son ancien amant ne l'intéressait plus. Jerry pensait qu'après le meurtre, il serait avec la femme qu'il aimait, puisqu'il avait tué pour elle. Mais cela ne se passa pas ainsi. Elle commença à s'éloigner et 1 mois après le crime, elle fit emménager Jeff Foster dans la maison qu'elle partageait auparavant avec son mari. Elle rompit complètement avec Jerry, le laissant dévasté. C'est probablement à ce moment-là que Cassidy comprit qu'il avait tué un homme innocent, froidement, et le remords le submergea. Il passa du rôle d'amant à celui d'enquêteur et réalisa que toutes les accusations avaient été inventées par Sherry elle-même. 3 mois plus tard, le 11 février 2000, Jerry se donna la mort dans son appartement d'Odessa,
dans le Missouri, avec un fusil de calibre 22. Son corps fut retrouvé assis dans un fauteuil, une Bible ouverte sur les genoux. Elle était ouverte sur Matthieu, chapitre 5, au verset « Tu ne tueras point » et « Quiconque tue sera passible de jugement ». Il se jugea lui-même, se déclara coupable et mit fin à ses jours. Quelques jours après, la mère de Cassidy raconta dans une interview que, pendant que la famille nettoyait l'appartement, elle trouva une mallette sous le lit contenant 3 lettres de suicide et une enveloppe scotchée à l'extérieur. Jerry y exprimait son désir de vengeance contre la femme qui lui avait brisé le cœur. L'ancien détective avoua avoir tué Bruce Miller parce qu'il croyait alors que ce dernier avait maltraité Sherry et causé la mort de ses 3 enfants. Dans sa lettre, il expliquait que Sherry Miller lui avait menti sur le comportement supposé de Bruce. « Je suis allé là-bas et je l'ai tué. J'étais tellement stupide. Mais maintenant, tout le monde connaîtra la vraie raison de ma dépression, car je ne pouvais dire la vérité à personne. Elle voulait l'argent et se débarrasser de son mari. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais elle apprendra bientôt qu'on ne peut pas agir ainsi avec les autres. » Pour appuyer ses dires, Jerry avait joint des captures de conversations instantanées avec Sherry. Entre des échanges intimes, elle lui donnait des instructions pour trouver le lieu du dépôt, où se garer pour ne pas être vue, et d'autres informations importantes. Les avocats de la famille Cassidy contactèrent le bureau du shérif du comté de Jesse pour transmettre ces informations. Le 22 février 2000, la police attendait. Les avocats de la famille Cassidy avaient contacté le service du shérif du comté de Jesse pour transmettre des informations importantes. Le 22 février 2000, la police attendait Cher Miller alors qu'elle descendait d'un avion en compagnie de son compagnon Jeff Foster. Ironiquement, il revenait d'un voyage à Reno. Cher Miller était accusée de meurtre au second degré et de complicité de meurtre. Les procureurs la considéraient comme une manipulatrice habile, ayant convaincu son amant de tuer son mari sous de faux prétextes. Malgré une mallette pleine de preuves, elle persistait à clamer son innocence devant la famille de son défunt époux. Le 12 décembre 2000, le procès de Cher Miller dans l'État du Michigan débutait, attirant une attention nationale en raison du caractère étrange de cette affaire liée à Internet. Le dossier de l'accusation comprenait des milliers de messages échangés entre Sherry et Jerry, démontrant les mensonges de la femme. Elle n'avait jamais été victime de violence, ni enceinte des enfants de Jerry, ayant subi une ligature des trompes plusieurs années auparavant. Selon la version de l'accusation, Sherry voulait la mort de Bruce pour son argent, estimant qu'un divorce ne lui aurait pas accordé une somme suffisante. La défense, en revanche, affirmait que la jeune femme avait reçu une somme modeste après le décès de son mari et qu'elle aurait vécu plus aisément si celui-ci était encore en vie. La défense soutenait que Jerry Cassidy, dans le rôle de l'amant abandonné, cherchait à se venger en fabriquant des preuves. Sherry expliqua au jury que les échanges à caractère sexuel entre elle et son amant n'étaient qu'une fantaisie en ligne. Elle avoua avoir menti sur sa grossesse pour aider Jerry à surmonter sa dépression, ainsi que sur les violences, pour le convaincre de la laisser tranquille. Sherry nia fermement être l'auteur des messages décrivant le crime, insinuant que Jerry les avait falsifiés grâce à son expérience d'enquêteur en homicide. Cependant, la police retrouva ces messages sur l'ordinateur de Sherry. Les correspondances en ligne jouèrent un rôle crucial dans le procès. Le 22 décembre, Cher Miller fut reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre, ainsi qu'à une peine de 54 à 81 ans pour complicité. En 2007, elle fut diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique et d'autres troubles mentaux. En prison, elle commença un traitement et fit appel. Elle réussit même à se marier pour la 4e fois. Michael Denoya, ayant entendu son histoire aux informations, ne put résister au charme de la femme. Il lui écrivit, elle répondit, et en 2008, il lui rendit visite en prison et lui fit une demande en mariage. Certains rapports indiquent qu'ils se seraient effectivement mariés en avril 2008, bien qu'aucune preuve officielle ne confirme cette union. Cher Miller gagna son appel en 2008 et fut libéré en 2009. Un juge fédéral annula sa condamnation, estimant que la lettre de suicide de Jerry ne pouvait pas être considérée comme une preuve, car Jerry étant décédé, la défense ne pouvait pas le contre-interroger. Le juge ordonna un nouveau procès et fixa une caution pour sa libération. En 2012, Cher fut renvoyée en prison pour purger sa peine initiale, après que la Cour ait réexaminé l'admissibilité de la lettre de suicide. Entre-temps,
Elle avait passé 3 ans en liberté. Elle continua à clamer son innocence. En 2016, dans une lettre dactylographiée de 4 pages envoyée à un juge de district, Cher Miller reconnut soudainement son rôle dans la mort de son mari. Ce fut un choc pour tous. Personne ne s'attendait à ce qu'elle le fasse volontairement. Dans cette lettre, elle décrivit la douleur ressentie en retournant en prison après 3 ans de liberté, alors que sa fille et sa petite-fille vivaient avec elle. Elle supplia sa fille de ne pas l'accompagner, mais celle-ci refusa. En franchissant les portes coulissantes, elle vit sa fille pleurer intensément en criant de ne pas partir. Ce moment fut décisif pour elle. Elle comprit alors pleinement les conséquences de ses actes sur Bruce, ses amis, sa famille, ainsi que sur Jerry et les siens. Elle réalisa qu'il ne les reverrait jamais. Elle écrivit que Bruce était un homme formidable, qu'il ne lui avait jamais fait de mal ni à ses enfants, qu'il les aimait simplement. Il voulait adopter ses enfants, il voulait juste une famille. C'était le seul homme qu'il aimait, et elle avait ordonné de le faire tuer. En 2022, Cher donna une interview publique à une chaîne de télévision populaire. Elle admit que Bruce n'était pas impliqué dans des affaires obscures et ne l'avait jamais maltraité. Elle avoua avoir utilisé du maquillage pour simuler des ecchymoses et fabriqué de faux examens échographiques pour manipuler Jerry. Selon elle, elle ne l'avait pas fait pour l'argent, mais parce qu'elle craignait que Bruce découvre sa véritable nature. Elle pensait qu'il serait plus simple pour lui d'être éliminé que d'apprendre la vérité à son sujet. Sherry reconnut qu'elle connaissait la tendance dépressive de Jerry et l'existence de la mallette de preuves, mais elle était convaincue qu'elle réussirait à se sortir de cette situation et à manipuler le jury et le tribunal. Elle était tellement sûre d'elle qu'elle refusa un accord de plaider coupable qui lui aurait permis de purger une peine de 15 ans au lieu d'une condamnation à perpétuité. Elle déclara qu'il lui avait fallu une révélation publique pour trouver la paix intérieure. Elle avoua que c'était encore très difficile pour elle de se regarder dans le miroir en réalisant ce qu'elle avait fait. Elle attendait depuis longtemps pour dire la vérité et espérait ainsi trouver une forme de sérénité. Cher Miller est toujours incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Huron-Valley, dans le Michigan. Elle n'est pas éligible à une libération conditionnelle. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.